Et pour ceux qui ne sont pas frileux, Merzouga est aussi une bonne idée pour la Saint-Sylvestre. Ces dunes les plus hautes du Maroc où sévit un froid polaire en ce moment attire de nombreux touristes. Ce village en plein désert, près de la frontière algérienne, a développé son offre d'hébergement pour accueillir les 120 000 visiteurs qui y affluent chaque année. Sarah Jabri, Absamata. Célébrer le Nouvel An hors du temps, à la découverte du désert et des oasis, c'est le choix qu'ont fait ces touristes étrangers. L'auberge où ils séjournent les accueille dans la pure tradition locale et leur fait goûter de savoureux plats traditionnels et typiques du pays. Les gens ici sont très accueillants, la cuisine locale est délicieuse et les paysages sont à couper le souffle. Je passe de très bons moments. Ici, tout est parfait, les paysages et les habitants. On s'amuse vraiment. En cette période des fêtes, les établissements hôteliers de la ville affichent presque tous complets. En plus des hôtels, auberges et maisons d'hôtes, les visiteurs peuvent également opter pour un séjour dans des bivouacs sous tente berbère, au beau milieu des dunes de sable les plus hautes du royaume. Ça doit être la 6e ou la 7e fois que je visite Merzouga ici. Je suis très bien entourée et je me sens en toute sécurité. Le nouveau terminal de l'aéroport de Rachidia sera bientôt opérationnel et nous espérons le lancement de nouvelles liaisons aériennes internationales avec les pays européens surtout. Avec plus de 90 établissements d'hébergement classés et des bivouacs en plein désert, Merzouga est doté d'une capacité litière de 2700 lits et chaque année, pas moins de 120 000 touristes marocains et étrangers s'y prêtent à l'aventure du désert. Et les vacances de la fin d'année coïncident avec le week-end. C'est pour cela que la Société nationale des autoroutes du Maroc informe les usagers des autoroutes que l'ensemble du réseau va connaître un trafic important. Notez que la circulation sera intense demain entre 16h et 22h. Pour assurer la sécurité sur les routes et dans les villes, la police et la gendarmerie sont aux aguets. Dans les plus grandes villes touristiques du Maroc, un important dispositif de sécurité est mis en place. Le nombre de patrouilles et de barrages a été revu à la hausse. Exemple d'Agadir dans ce reportage de Hussein Ozig, Rafiq Agoumad, le récit de Mehdi Souyan. C'est l'une des artères principales menant au centre-ville d'Agadir. Ici, un barrage de contrôle est mis en place dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire à l'occasion des célébrations du Nouvel An. Et parmi les membres des forces de sécurité, de nombreuses femmes contribuent à la réussite de cette mission. La femme policière contribue pleinement au dispositif sécuritaire du Nouvel An. À moto, nous devons veiller à la fluidité de la circulation, au respect de la loi et à la sécurité des citoyens et des visiteurs. Dans le cadre d'une approche préventive, tous les moyens de contrôle et de surveillance sont utilisés. Toutes les unités des forces de sécurité sont également mobilisées. Plusieurs unités des forces de sécurité seront déployées près des hôtels et des restaurants, sur les places publiques et sur les principales artères de la ville. Différentes unités vont ainsi agir avec professionnalisme pour assurer un bon déroulement des célébrations du Nouvel An, notamment pour ce qui est de la fluidité de la circulation au niveau de la corniche. Agadir est l'une des principales destinations touristiques du royaume. La ville a accueilli cette année plus d'1 million de visiteurs. Et nous venons d'apprendre à l'instant que le Suisse arrêté samedi au Maroc dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat des 2 touristes scandinaves est un Genevois vraisemblablement radicalisé. Il a un casier judiciaire dans le canton de Genève pour divers larcins commis entre 2007 et 2013. Suspecté de s'être radicalisé, l'homme a quitté la Suisse pour s'installer au Maroc en 2015. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui Anne-Florence Desbois, la porte-parole de l'Office fédéral de la police helvétique. Un impressionnant dispositif de sécurité a aussi été mis en place à Brasilia pour l'investiture de Jair Bolsonaro. Nouvelle année, nouveau président au Brésil. Jair Bolsonaro prendra ses fonctions demain à la tête de la première puissance régionale. Le chef du gouvernement, Saadetdine Othmani, représentera Sa Majesté le roi Mohamed VI demain à la cérémonie d'investiture.
Et au Bangladesh, c'est une femme qui rempile pour un 4e mandat à la tête du gouvernement. La première ministre Sheikh Hasina, 71 ans, a largement remporté les élections législatives organisées hier dans le pays. Sa coalition a obtenu 288 des 300 sièges du Parlement. L'opposition conteste les résultats et dénonce des fraudes électorales. En République démocratique du Congo, je vous le disais en titre, au lendemain des élections générales, l'heure est au délicat comptage des voix. Le triple scrutin provincial, présidentiel et législatif a été marqué par une forte participation. Les détails avec Amina Mral. Un dépouillement méticuleux des votes à Kinshasa. Au lendemain d'une journée électorale décisive, c'est tout un pays qui retient son souffle dans l'attente des résultats des présidentielles. Un scrutin aux multiples enjeux, en tête de liste le souci de la transparence. À tout le monde, il y a eu d'abord des observateurs nationaux, des organismes, la société civile, des confessions religieuses qui étaient là, et les témoins des candidats des regroupements politiques qui étaient là, ils ont vu tout ce qui s'est passé, c'était vraiment clair pour tous. Autre défi majeur de ces élections, éviter les violences. En dehors de quelques incidents isolés qui ont fait 2 morts, le scrutin s'est déroulé dans le calme. En revanche, les électeurs regrettent quelques dysfonctionnements au niveau de l'organisation. J'ai pu utiliser correctement la machine à voter, mais l'organisation du scrutin laissait à désirer. L'importance de cette élection qui était hier, c'est pour le changement. On a envie de changement. Les Congolais, qui fondent beaucoup d'espoir sur ce scrutin, devaient trancher hier entre le candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadari et les 2 opposants Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Après 3 reports du scrutin et 2 ans de retard, les électeurs ont enfin pu s'exprimer. Toujours en Afrique, signalons qu'une quinzaine de djihadistes ont été tués avec l'appui de Barkhane. L'armée nigérienne, épaulée par la force française, ont mené cette opération dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'ouest du Niger, à la frontière avec le Mali. C'est la même zone où 4 soldats américains et 5 soldats nigériens avaient été tués en octobre 2017 dans une attaque terroriste. Nous revenons au Maroc, direction Oujda, où un homme soupçonné de commercialiser des produits paramédicaux sans autorisation a été arrêté. Le mis en cause serait un gérant de 2 laboratoires de fabrication de compléments alimentaires et d'aphrodisiaques. 7 tonnes et demie de matières premières servant à la composition de ces produits ont été saisies. Reportage Osama Ofrer, Younes Nasseri, le récit de Samira Chtouani. Dans cet échantillon étalé au commissariat de Oujda figure une partie des 7 tonnes et demie de produits aphrodisiaques préparés chimiquement, des bidons également de ce qui ressemble à du miel utilisé dans la fabrication d'ampoules présentées fallacieusement comme médicaments miracles, le tout préparé clandestinement et destiné à la vente dans la région. Selon les éléments et l'enquête préliminaire, le suspect gère 2 ateliers exploités pour l'industrie paramédicale dans cette ville de Oujda. Il s'agit de compléments alimentaires et de stimulants aphrodisiaques préparés à base de matières naturelles et d'autres préparés chimiquement. Et c'est dans cette maison que les enquêteurs ont découvert les machines ayant servi à fabriquer les emballages et produits contrefaits représentant un danger sanitaire pour les consommateurs. Tout un dispositif matériel qui permettait de proposer des produits finis prêts à être vendus sur le marché sans contrôle ni autorisation. Ces 2 ateliers sont exempts de certification sanitaire homologuée. L'identification des emballages n'est-elle aussi pas conforme aux règles en vigueur. Concernant le miel, il est estampillé comme miel pur, alors qu'il s'agit d'une contrefaçon élaborée à base de sucre. Ces matières, de par leur danger sanitaire, ont été détruites dans la décharge publique de Oujda. Pour l'heure, un suspect a été arrêté et placé en garde à vue. Une enquête est ouverte. En pleine saison de production de l'huile d'olive, le problème des margines et leur impact sur l'environnement refait surface. Pas moins de 500 000 mètres cubes de ces effluents issus de l'extraction de l'huile d'olive sont déversés dans les cours d'eau. Ces eaux végétales peuvent être mieux utilisées en revanche, car elles sont dotées d'un important potentiel énergétique. Reportage Sarah Jabri, Delis Cohen.
C'est la saison de la trituration des olives et les unités de production tournent à plein régime. Mais qui dit trituration dit forcément margine et grignons humides, des sous-produits polluants du processus d'extraction que les nouvelles unités de trituration tentent de gérer de manière à limiter leur impact sur l'environnement. Les margines sont stockées dans ce bassin jusqu'à ce que les camions-citernes viennent les récupérer pour les emmener vers des usines qui les réutilisent dans la fabrication de savon par exemple. Nous voulons, nous aussi, protéger l'environnement de ces résidus polluants. Ces mêmes coproduits auraient également un potentiel énergétique très intéressant. D'ailleurs, les études menées par l'Agropole Olivier ont montré que l'épandage des margines et du compost des grignons d'olive sur les terres agricoles constitue une technique d'élimination simple et efficace. Les solutions dans la valorisation des margines et à la problématique des margines a été résolue depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a des solutions. L'une des solutions les plus importantes, c'est le recyclage des margines sur les terres agricoles comme engrais, comme fertilisants. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, pour moi, qui est très importante, c'est l'orientation vers des systèmes de trituration écologique. Les 500 000 mètres cubes de margines produits annuellement au Maroc pourraient donc être en grande partie éliminés à travers le répandage sur une superficie de 8 500 hectares de terres agricoles. Une méthode qui assure une fertilisation adaptée à l'olivier, vigne et certaines cultures annuelles, sans risque ni pour l'environnement ni pour la culture. Quelques notes de guitare pour terminer ce journal. La ville de Larrache consacre tout un festival depuis 13 ans à cet instrument à cordes pincées, un instrument incontournable de la musique arabo-andalouse, célébré durant 2 jours dans la cité, l'ancienne cité fée de Lixus. Derbzina Médisoufienne. Cela fait 40 ans que Nuno Garcia et Tito Arcido sillonnent le monde. Les compositions de ces guitaristes espagnols sont issues d'influences diverses. On fait un mélange de musique qui est basé sur le flamenco traditionnel, puis on a étudié la musique classique européenne et on a appris à jouer du jazz, donc à improviser sur nos instruments. Nous aimerions donc à ce moment-là vraiment pouvoir faire que l'éventail en artistes soit beaucoup plus large, et cela est uniquement possible si nos moyens financiers le permettent. La soirée de clôture du Festival international de guitare et de chant a été marquée par cette prestation d'une troupe de jeunes musiciens originaires de l'Arèche. Ce festival est un événement essentiel pour développer la culture musicale chez les jeunes de l'Arèche. Le festival met à l'honneur les musiques andalouses et gharnati, ainsi que le flamenco. J'aime beaucoup cette fusion musicale. Le Festival international de guitare et de chant de l'Arèche en était à sa 13e édition. Un événement qui célèbre la rencontre des cultures musicales des 2 rives de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle la principale information alors que l'on prépare encore le réveillon au Maroc, à l'autre extrémité du globe. Les îles du Pacifique et l'Asie sont déjà en 2019. La Nouvelle-Zélande a été la première à célébrer la nouvelle année avec des feux d'artifice tirés du haut de la Sky Tower dans le centre d'Auckland. Elle a été suivie 2 heures après par Sydney où un spectaculaire spectacle pyrotechnique a été offert aux Australiens. Voilà donc pour la dernière édition en français de 2018. Vous commencerez l'année prochaine, demain, avec Mehdi Soufiane. Quant à moi, je vous souhaite tout prosaïquement une année de sérénité, car comme disait si bien le philosophe suisse Henri Frédéric Amiel, le vrai nom du bonheur est la sérénité. Et la sérénité, comme disait l'abbé Pierre, c'est l'acceptation de soi-même et de sa destinée. Excellente année à tous.